Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'École du Futur. Ravie de vous retrouver. Voici les titres du jour. On va commencer d'abord par reprendre le visionnage de la série La Famille tout écran qui, vous le savez, nous est proposée par notre partenaire, le Clémy. Une série qui a pour objectif de donner des éclairages utiles et des conseils pratiques aux familles quant à l'utilisation du numérique au sein des foyers. Et on découvre un nouvel épisode dans un instant. Et puis elle a une idée derrière la tech. Elle est avec nous aujourd'hui en plateau. Elle s'appelle Jeanne Dreyfus aussi. Bonjour Jeanne. Bonjour Philippine. Quel va être l'objet de votre chronique aujourd'hui? Eh bien aujourd'hui, on va parler art et science puisque je vais vous emmener dans les sous-sols du musée du Louvre où les secrets des œuvres d'art sont scrutés, sondés par ce qui n'est pas moins qu'un accélérateur de particules. On découvre ça tout à l'heure. Et puis c'est notre grand sujet du jour. Les métiers de l'aéronautique attirent-ils encore les jeunes? Alors que les projets fusent pour développer l'aviation du futur, les entreprises manquent de main-d'œuvre et de compétences spécifiques à ce domaine. Alors comment y remédier? Comment susciter des vocations et améliorer les formations? Passionnés d'espace, de fusée, d'ISS ou encore de Thomas Pesquet, cette émission est pour vous. Et on en parle avec notre invité Stéphane Castet en duplex avec nous aujourd'hui. Bonjour Stéphane. Bonjour Philippine. Merci beaucoup d'être avec nous dans l'École du Futur aujourd'hui. Vous êtes le directeur d'ABE qui co-organise le salon du Toulouse Space Festival et des métiers du spatial qui se déroule en ce moment même et jusqu'au 26 mai à Toulouse. On en parle dans un instant avec vous, juste après le Focus. Pour sensibiliser les enfants et les parents à l'utilisation du numérique au sein des familles, le Clémy nous propose un nouvel épisode de sa série La Famille tout écran qui invite à un usage maîtrisé du numérique. Et au programme aujourd'hui dans cet épisode, Myriam, vous allez le voir, a une technique absolument infaillible pour endormir ses enfants et son mari. Et vous allez voir que parfois ça peut être utile. On le découvre dans ce nouvel épisode. Après un long voyage, la licorne rentra au château et fut acclamée par tout son peuple. Et elle resta à jamais une légende dans tout le royaume. Bonne nuit, ma chérie. Alors? Ça y est, elle dort comme un loir. Pitié, il veut pas aller se coucher, j'en peux plus. Plus il me regarde, moins il a sommeil. Et demain, il aura la tête en vrac et moi, la batterie à plat. Ils ont beau avoir des journées stressantes, à courir partout et à faire 1000 choses, une belle histoire, et hop, dodo instantané. Après un long voyage, la licorne rentra au château et fut acclamée par tout son peuple. J'arrive pas à croire que je viens de faire ça. Je sais que vous pouvez lire des livres sur vos écrans. Mais je l'avoue, un livre en papier, ça fait moins mal aux yeux que moi. Et surtout avant d'aller se coucher. Et vous verrez que vous dormirez bien mieux. Chérie, tu veux bien me raconter ta journée au boulot? Bien sûr. Alors, ça a commencé avec une réunion stratégie et action synchronisée à adapter au BTP et solutions de post-crossing. Et ensuite, Michaud, le directeur du personnel que j'avais jamais vu jusqu'à... Allez, autre chose à présent, on passe à notre sujet du jour. Comment susciter des vocations, éduquer sur la recherche spatiale ou encore promouvoir les domaines et les métiers liés à l'espace? Voilà quelques-unes des questions que se posent bon nombre d'entre vous, en pleine orientation peut-être d'ailleurs. Et notre invité a sans doute quelques réponses à vous apporter et on lui pose toutes ces questions dans un instant, dans la première partie du talk. Notre invité donc aujourd'hui à nos côtés en duplex pour en parler, Stéphane Castet, le directeur d'ABE qui co-organise ce salon qui a lieu en ce moment à Toulouse, le Toulouse Space Festival, le festival des métiers du spatial. Votre festival, cher Stéphane, dédie donc 2 journées aux élèves, aux étudiants et aux jeunes diplômés lors d'un forum des métiers. Pour ce faire, vous vous adossez notamment aux interventions de certains grands groupes, notamment celui d'Airbus et d'Ariane. Quels sont justement, pour commencer, peut-être les différents types de métiers qu'on peut exercer aujourd'hui dans les domaines de l'aéronautique et du spatial et que vous allez présenter lors de votre festival? Alors, écoutez, il y a énormément de métiers qui sont possibles. Et puis, comme dans tous les secteurs industriels aujourd'hui, il y a de plus en plus de nouveaux métiers. Donc, c'est sûr qu'il y a cette nécessité aujourd'hui de mettre en avant ces métiers-là, qui sont des métiers d'excellence, qui sont des métiers de formation, qui sont des métiers où on arrive facilement
à trouver des débouchés avec des vraies valorisations dans le monde de ce que l'on fait. Et c'est vrai que l'aéronautique et le spatial sont des secteurs qui ont besoin aujourd'hui de recommencer à attirer des jeunes. Donc on va avoir des métiers comme traditionnels, comme des capacités d'achat, puisqu'il y a des gens où on doit acheter, qui ne demandent pas nécessairement de grandes compétences techniques. Il va y avoir beaucoup de ensuite des écoles d'ingénieurs, que ce soit dans la data, que ce soit dans l'intelligence artificielle, que ce soit dans la cybersécurité, qui sont aujourd'hui des secteurs qui sont complètement porteurs, mais aussi des métiers beaucoup plus techniques, comme des personnes capables de faire de la chaudronnerie haut de gamme, de la soudure haut de gamme, qui sont absolument pas des métiers dévalorisants, mais qui sont justement des métiers de grandes compétences techniques. Donc il n'y a pas, on comprend avec ce que vous nous dites, que le métier d'astronaute pour avoir la tête dans les étoiles. Pour un Thomas Pesquet dans l'espace, ce sont en fait des centaines de talents qui savent faire sur Terre, dans des dizaines de métiers différents, au cœur aussi d'un secteur économique qu'on dit aujourd'hui fort, en pleine recomposition aussi face aux enjeux internationaux. C'est ce que vous voyez et ce que vous constatez sur le terrain aussi ? Oui, bien évidemment, il y a une nécessité de produire dans l'avenir beaucoup d'avions, parce qu'on parle beaucoup de l'aviation décarbonée, qui est une bonne chose, où tous les grands groupes industriels dans le monde entier travaillent sur ça, pour avoir une industrie aéronautique qui soit beaucoup plus vertueuse, et automatiquement ça passe par des nouvelles compétences, des nouvelles techniques, et la première des choses, ce sont des avions nouveaux, ce sont des avions qui, parce que comme ils sont nouveaux, ils vont utiliser moins de matière, ils vont dépenser beaucoup moins de carburant parce qu'ils sont beaucoup plus performants. Donc la première notion pour aller vers une industrie green et vertueuse, c'est ce changement technologique avant d'arriver sur des avions qui seront encore plus vertueux dans l'avenir. Donc il y a beaucoup d'avions à produire et malheureusement aujourd'hui, on a un petit peu perdu et on a un peu de difficultés pour être capable de réattirer des jeunes sur ces métiers des industries de l'aéronautique et du spatial. C'est donc un secteur, vous nous le dites, qui regorge d'emplois à la fois techniques, technologiques et scientifiques. Est-ce qu'il est forcément nécessaire d'avoir une sorte de bac +8 pour accéder justement à ces métiers et contribuer d'une manière ou d'une autre à la conquête spatiale ? Qu'est-ce que vous dire justement aux étudiants qui viennent ? Pardon. Oui, absolument pas. Aujourd'hui, il y a des métiers techniques qui sont excessivement recherchés. En plus, ce sont des métiers qui sont sur des cycles professionnels, avec des vraies formations, avec la possibilité de rentrer dans des grands groupes, avec des salaires et des activités qui sont très valorisantes. Donc non, il n'est pas nécessaire aujourd'hui d'avoir +8. On aura toujours besoin d'avoir des gens qui ont des bacs +8 ou +X, bien évidemment, parce qu'on a cette nécessité d'aller rechercher de la technologie, mais toute la partie technique, elle se fait aussi sur une chaîne d'assemblage ou sur une chaîne de montage auprès des métiers qui sont beaucoup plus proches d'un cycle plus court, avec une vraie spécificité et puis avec un vrai métier, une vraie technique entre les mains. Notre objectif est de créer des vocations auprès des jeunes générations afin qu'elles comprennent qu'elles ont toute leur place dans cet écosystème. C'est ce que vous disiez, Stéphane Castet, il y a quelques jours au sujet justement du Toulouse Space Festival. Comment on doit s'y prendre justement, nous tous, pour créer des vocations sur ce sujet de l'aéronautique, du spatial, qui sont effectivement des domaines qui peuvent paraître plutôt inaccessibles ou plutôt éloignés quand on fait ses études et qu'on sort du lycée là en ce moment et qu'on doit préparer Parcoursup par exemple. Comment on fait justement pour créer ces vocations auprès des jeunes ? On essaie de trouver des idées un peu innovantes. Donc, il y a quand même un certain nombre d'acteurs à l'intérieur de l'ensemble de la filière. Vous nommiez tout à l'heure les grands groupes qui soutiennent cette initiative, dont Airbus, Ariane, mais aussi Thales, le CNES, qui est le Centre national des études spatiales. Je pense qu'il y a une prise de conscience aussi des pouvoirs publics au travers d'une association qui s'appelle le GIFAS, qui est le groupement des industriels français de l'industrie aéronautique et spatiale, qui a mis en place un camion des métiers qui a pour vocation pour aller aussi se promener et puis porter un petit peu la bonne parole dans les différentes grandes villes françaises. Je pense qu'il faut retravailler aussi sur l'ensemble des salons, les salons des étudiants ou les salons de la jeunesse, pour aller porter ces métiers, pas seulement porter les écoles. Je pense que l'école est un moyen d'accéder à un métier, que ce soit une école d'ingénieur ou une école technique ou de formation ou de cycle court, mais il faut aller porter et expliquer les métiers. Donc nous, on a pris un petit peu le contre
contre-pied de ça en se disant organisons un festival, démocratisons l'espace, rendons-la accessible au travers d'une projection de films, de grands films qu'il peut y avoir autour du spatial, et de créer autour de ça toute une animation avec un certain nombre de jeux, avec du gaming, avec de la BD, avec des professionnels qui viennent rencontrer, parler de leur métier. C'est ça, d'essayer de démocratiser un petit peu ce secteur qui, comme vous le disiez, peut paraître inaccessible, alors qu'aujourd'hui, c'est un secteur qui a vraiment besoin que l'on retrouve des compétences chez nous en France. Et c'est un secteur qui intéresse les jeunes aujourd'hui, ce que vous constatez notamment lors de votre festival. Est-ce qu'il y a en fait tout simplement un effet Thomas Pesquet ou est-ce que ça va bien au-delà de ça ? Je pense que ça va bien au-delà de ça. Il y a un certain nombre de paramètres que l'on a pu voir. Le premier, c'est l'année dernière, tous les 2 ans en France, il y a un très grand salon qui s'appelle le Salon du Bourget, qu'on appelle le Paris Air Show, qui est un événement mondial avec des journées qui sont grand public. Quand on a pu voir encore une fois l'engouement qu'il y a pu avoir au travers du grand public pour venir assister à ces 3 journées-là, je pense que l'industrie aéronautique continue à faire rêver. Voir un avion, voir une personne partir dans l'espace. Bien évidemment que Thomas Pesquet est un des meilleurs ambassadeurs que l'on puisse avoir et que ça aide à faire rêver. Mais comme vous le disiez tout à l'heure, tout le monde ne va pas être pilote d'avion, tout le monde ne va pas être cosmonaute. C'est très compliqué, c'est trié sur le volet, mais tout le monde peut contribuer à la conquête spatiale. Donc je pense qu'aujourd'hui, oui, ça fait rêver. Il y a encore beaucoup de jeunes dans l'ensemble des meetings aériens. On a pu le voir. Moi, je me suis amusé au moment où on a lancé le Toulouse Space Festival. J'ai 2 petites filles qui sont en âge aujourd'hui d'être sur des parties collège, et puis on avait fait passer au travers de certains nombres de classes l'idée de ce que l'on voulait faire, et on voit qu'il y a un engouement. Et puis aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, depuis 3-4 ans, on recommence beaucoup à parler de la conquête des étoiles. Elon Musk, avec son marketing ciblé, sa communication intelligente, a démocratisé aussi ces choses-là, donc on en parle de plus en plus. Et puis l'espace, la Lune et ce qui va derrière reste encore une des dernières frontières non explorées, alors que tout le monde a une carte géographique assez précise des différents continents de la Terre. Oui, et puis tout ça est effectivement passionnant, vous nous l'avez raconté. Et puis il y a une autre nouvelle, on a parlé de Thomas Pesquet. Le 22 avril dernier, la colonelle Sophie Adno a officiellement reçu son diplôme d'astronaute. On va en parler, on va parler justement aussi, grâce à elle, de cette actualité et puis de l'impact aussi des métiers du spatial et de l'aéronautique auprès des jeunes filles. Vous avez parlé de vos filles justement, on en parle dans un instant si vous voulez bien, Stéphane Castet. D'abord, on va faire un petit tour du côté de la planète Tech. Images et vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil de Jean-Marc. sun blazed so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly.
everything sucks. Just kidding, everything is great. No, really, I haven't thought about my ex today. Et on est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invité en duplex avec nous aujourd'hui, Stéphane Castel, le directeur d'ABE, qui co-organise le salon du Toulouse Space Festival qui a lieu en ce moment même à Toulouse jusqu'au 26 mai. Mais juste avant de reprendre nos échanges, on va laisser place à la chronique de Jeanne Dreyfus qui a une idée derrière la tech. Jeanne, au programme avec vous aujourd'hui, vous nous emmenez dans les sous-sols du musée du Louvre à Paris, puisqu'il s'y trouve un accélérateur de particules au service des œuvres d'art et de leurs secrets. Dites-nous tout. Absolument. Son petit nom, Aglaé, pour accélérateur Grand Louvre d'analyse élémentaire, jeu de mots en référence à la figure mythologique qui représente la beauté. Sa particularité, une localisation exceptionnelle en effet, en plein cœur du musée du Louvre, où la grosse machine s'attelle depuis 1989 à envoyer des atomes à vitesse grand V. Il s'agit de 300 000 km par seconde, imaginez un peu, sont passés sous sa lumière des chefs-d'œuvre de l'histoire de l'art. On peut citer l'Aurige de Delphes ou encore le Scribe accroupi, qui sont deux chefs-d'œuvre du Louvre, ou un crâne translucide sur la deuxième image du rang du haut. On peut peut-être qu'ils vous disent quelque chose, Philippine. Alors, pas du tout, mais de quoi s'agit-il? Eh bien, il faut revoir aux Indiana Jones, franchement. Notamment l'avant-dernier Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal. Ce scénario, il portait sur une légende de 12 crânes de cristal au pouvoir surnaturel. Et si on regarde en regard de l'affiche, on se rend compte en fait que ce crâne de cristal et ces crânes de cristal existent bel et bien. L'un d'entre eux est même conservé en France, au musée du Quai Branly, et pendant longtemps, ils étaient considérés, ces crânes, comme aztèques. Ils étaient capables d'éloigner les serpents venimeux, mais les analyses d'Aglaé ont révélé une bien autre réalité. Ce cristal de roche, eh bien, n'est pas originaire du Mexique, mais des Alpes ou de Madagascar. Quant à sa datation, eh bien, elle montre que le crâne ne remonte pas à la période précolombienne ou Inca, mais au 19e siècle. Aïe! Bref, il s'agit de faux, donc totalement fabriqués avec des outils mécaniques par les filous du siècle de la Révolution industrielle. Et c'est là où un mythe s'effondre, Jeanne. Absolument, mais c'est une des conséquences de la science qui tente d'aller plus loin que les apparences. Et il faut savoir que les premières analyses scientifiques d'œuvres d'art ont été réalisées dans les années 1920 par des médecins. Et en fait, il y a quelque chose de logique dans le fait que regarder à l'intérieur du corps physique conduit assez naturellement à regarder à l'intérieur du corps représenté. Et 100 ans après, c'est le même but que celui de la radio médicale, à savoir soigner. Que ce soit par exemple avec Aglaé et les autres appareils d'analyse scientifique, soigner les vitraux par exemple de la Sainte-Chapelle de Paris qu'on voit à droite et qui sont passés sous le spectre d'Aglaé, ou à gauche les ivoires provenant du palais d'Arslan-Trar en Syrie. L'état de conservation, en fait, les matériaux précis constitutifs permettent d'envisager les meilleures restaurations, les moins invasives et les plus proches, et être au plus proche de l'origine historique et bien des artefacts. Oui, en fait, c'est une sorte de plongeon à travers l'histoire, c'est ça? Absolument. Les matériaux, comme même les fragments en fait, les plus insignifiants, eh bien, c'est souvent des encyclopédies où on peut lire en fait, l'histoire des populations, l'histoire des échanges culturels. Et une des découvertes majeures qui a été faite récemment en Europe, eh bien, elle s'est passée à Lavaux, dans l'est de la France. Et ce qu'on y a découvert, eh bien, une nécropole à Chartres avec un trésor dedans datant du 5e siècle avant Jésus-Christ, de la période dite d'Hallstatt. Et dedans, donc, on a découvert des pièces de bronze, on a découvert des bracelets en or, on a découvert des tissus précieux ou même des perles, mais aussi un étonnant vase, un vase nommé Eunokoé, qui n'a pas vraiment l'air d'être originaire du Grand Est de la France. C'est évidemment pour cause, il s'agit d'une céramique à figure rouge grecque, avec un décor de banquet dessus. Et ce qui est amusant, on le voyait sur l'image, c'est le cerclage de feuilles d'or autour du col du vase, dont les analyses par Aglaé notamment ont révélé qu'il s'agissait bien d'or de la région de l'Est, enfin en tout cas européenne et non pas grecque. Et donc c'est un vase, eh bien, revisité, c'est un vase grec revisité à la mode celte. Et en plus, il a été découvert à côté d'autres éléments. Alors, on a découvert de la vaisselle, on a découvert des récipients en bronze, ou on a découvert des cuillères
tout ça laissait entendre que les Celtes, s'adonnaient à une cérémonie qu'on appelle la cérémonie du symposium. C'est une cérémonie grecque où les philosophes, où l'on philosophait, ou des gens non philosophes philosophaient en buvant du vin. Et donc, ces analyses, elles montrent bien que il y a énormément de richesses d'échanges, de matériaux et donc d'idées entre l'Europe, entre la Grèce et l'Europe, 5 siècles avant notre ère, 25 avant l'invention d'EasyJet. Bref, on a hâte de découvrir les nouvelles découvertes d'Aglaé. Je vous en dirai plus. Vous êtes toujours la bienvenue en tout cas sur ce plateau pour nous en parler. Merci beaucoup Jeanne pour cette chronique. Allez, on continue à parler d'un autre sujet, spatial et puis des femmes. Vous allez voir dans un instant dans la deuxième partie du talk. Et on continue de parler de ces autres sujets tout aussi passionnants avec notre invité en duplex aujourd'hui, Stéphane Castet, le directeur d'ABE, qui co-organise donc le salon du Toulouse Space Festival qui a lieu en ce moment même à Toulouse jusqu'au 26 mai. Alors je le disais effectivement en clôture de première partie, Stéphane, après plus d'1 an d'entraînement en Allemagne et un parcours absolument remarquable, la colonelle Sophie Adno a officiellement reçu son diplôme d'astronaute le 22 avril dernier. Elle succède ainsi à Thomas Pesquet et à Claudie Aigneret, seule femme française à être partie dans l'espace en 96. Un exemple, un rôle modèle aussi pour toutes les jeunes filles qui souhaitent embrasser d'une manière ou d'une autre une carrière scientifique ou une carrière dans le domaine de l'aéronautique ou du spatial. Oui, donc c'est plus qu'un modèle et puis c'est une fierté à tous les niveaux. Ça fait déjà 3-4 ans qu'il y a énormément d'initiatives dans les groupes aéronautiques et de l'espace puisque nous avons besoin d'attirer de plus en plus de femmes sur des métiers. C'était des métiers qui étaient exclusivement, et on ne sait pas pourquoi, réservés à des hommes de départ, parce que peut-être il y a une mauvaise explication, il y a une mauvaise présentation, alors qu'aujourd'hui on parle plus d'hommes, on parle plus de femmes, on parle d'humains. On a besoin de toutes les compétences de tout le monde et c'est une joie d'arriver à voir chaque fois de plus en plus de femmes venir rejoindre les rangs des métiers techniques, scientifiques des industries aéronautiques et spatiales. Il y a un vrai travail à continuer et à faire et à aller expliquer par rapport à ça. Justement, Stéphane, ça nous sert à quoi aujourd'hui le spatial? C'est assumer, appréhender les changements climatiques, protéger aussi nos satellites et assurer une part militaire de la puissance militaire française? Alors, cette question est très bien parce que dans la première partie, il y avait un point que je voulais que l'on revoie ensemble, c'était de dissocier le spatial en 3 groupes. La première partie, dans les métiers que l'on présentait, on est là pour concevoir quelque chose. On va concevoir une fusée, on va concevoir un satellite, on va concevoir un moyen de transport, une petite navette qui n'est pas obligée de partir avec quelqu'un, mais qui va rejoindre la station spatiale ou autre chose et qui va transporter quelque chose. Donc on a un vrai travail de conception, de fabrication avec tous les métiers. Après, il y a le satellite et il y a tout ce que l'on va récupérer comme information et tout ce que ça va changer dans notre vie de demain. Et là aussi dans des métiers qui vont devoir évoluer. L'agriculture. Aujourd'hui, il y a de grandes zones d'expérimentation dans les vignes ou sur les terres agricoles qui permettent de récupérer de la donnée depuis l'espace pour identifier et aider les agriculteurs à savoir où il vaut mieux planter par rapport à un terrain, par rapport à une fertilité ou par rapport à des choses comme ça. Avec la mode, avec le sport, il y a énormément de liens avec tout ce qui vont être demain les tissus de textiles techniques. Il y a énormément de liens qui se mettent. Il y a la météo, bien évidemment, comme vous le disiez, pardon. Donc, il y a quand même toute une panoplie de métiers. Il y a ce que l'on envoie et puis il y a ce que l'on va récolter par rapport à ces données. Et ce sont ces données qui vont changer toute une partie de notre quotidien. La plus grande des données reste quand même le GPS. Le GPS, c'est bien l'issue de nous permettre d'aller d'un point A à un point B grâce à une technologie qui vient de l'espace. Donc ça nous permet aussi de mesurer tout ce qu'on va être capable de faire. Et la troisième partie,
On va commencer à aller de plus en plus souvent sur la Lune. On va peut-être commencer même à installer des bases sur la Lune. Donc peut-être que le métier de cosmonaute ne va pas être celui qui doit avoir des grands diplômes d'eux-mêmes pour être capable de piloter, d'accompagner ou de faire des études, mais peut-être ça va être des ouvriers spécialisés avec des conditions physiques qui seront au même niveau que des sportifs de haut niveau, qui vont devoir être envoyés pour travailler, construire ou fabriquer ou récolter des choses. Donc il y a quand même toute une partie qui est là. Et puis mais le volet défense, bien évidemment, il est important. Il est toujours important de pouvoir se protéger, l'ensemble des populations, protéger l'ensemble de conflits qui peuvent arriver au travers de l'espace. Et la France, l'Europe se doivent d'être toujours à la pointe. Dernière petite parenthèse, c'est que la France est une des plus grandes puissances aéronautiques. Déjà de départ, je dissocie l'aéronautique. C'est une des plus grandes puissances aéronautiques. Donc, dans ce travail-là, on a besoin de réattirer des jeunes pour continuer à maintenir ce niveau d'excellence. Parce que nous sommes vraiment dans le top 3 des pays mondiaux qui ont la plus forte capacité. Et tous nos ingénieurs, tous nos techniciens, tous nos gens de maintenance ont su se bifurquer vers l'espace. Maintenant, il faut qu'il y ait davantage de programmes consolidés au niveau, bien évidemment, déjà européen, pour être capable de porter cette excellence au niveau du spatial et d'être au même niveau que les autres grandes nations que peuvent être les États-Unis, la Chine ou les envies et les attentes de l'Inde au travers de ça. D'où une importance fondamentale pour attirer tous nos jeunes vers ces métiers-là, diplômés, moins diplômés, hommes, femmes. Vraiment, c'est une quête de l'espace qui est accessible à tout le monde. Alors justement, merci Stéphane, vous nous avez présenté ces différents métiers dans le domaine de l'aéronautique et du spatial. Un autre aussi sujet qui tourne autour de ce domaine, c'est le tourisme spatial, les métiers du spatial qui sont en train d'être révolutionnés. Vous allez nous en parler dans un instant par ce fameux tourisme, parce que sortir sur un balcon perché à 35 km d'altitude pour admirer la courbure de la Terre, c'est en tout cas le projet un peu fort et un peu fou sur lequel travaille très sérieusement une société qui s'appelle Stratoflight, une start-up toulousaine, justement pas très loin de chez vous, qui souhaite en effet proposer à l'horizon 2027 des vols commerciaux dans la stratosphère avec une sortie, ce qu'on appelle extravéhiculaire. Concrètement, 4 passagers qui prennent place à bord d'une capsule avec 2 pilotes aux commandes. On parle aussi d'ascenseurs spatiaux, de ballons pour se rendre dans l'espace. Il y a même un Français là qui, dans quelques jours, va partir dans l'espace et participer à ces projets un peu fous. Est-ce que c'est ça aussi, justement, le futur du domaine spatial? Et donc, quand on parle de vocation dans les métiers de l'aéronautique et du spatial, et justement, est-ce que c'est un domaine qui est en train d'être révolutionné par une certaine forme de tourisme? C'est un domaine qui est en train d'être révolutionné à tous les étages et dans tous les métiers, et bien évidemment que le tourisme en fait partie. Qui n'a pas rêvé un jour de voir la Terre d'en haut? Je veux dire, quel petit enfant, quel petit garçon, petite fille n'ont pas rêvé un jour de voir comme Thomas Pesquet tout ce que l'on peut voir depuis l'espace. Donc bien évidemment, les projets vont naître, les projets vont se créer et de plus en plus de personnes vont avoir la chance dans l'avenir d'aller au-delà de la première courbe de la Terre pour aller observer un certain nombre de choses. Et puis il est clair que dans les années à venir, il y aura des bases sur la Lune, des bases qui serviront à construire. Il y aura des jardins, il y aura des légumes, il y aura de l'analyse d'extraction, il y aura sûrement des logements. Donc automatiquement, toute une économie va se créer au travers de ça. Et puis après, de la Lune, on essaiera d'aller encore plus loin et encore plus loin et encore plus loin. Donc oui, je pense qu'aujourd'hui, c'est la dernière frontière. C'est une frontière complètement inconnue. C'est une frontière qu'on ne maîtrise pas. Elle fait rêver. Donc oui, le tourisme spatial fait partie des grandes actions qui vont aider à démocratiser la conquête de l'espace. Et dont la France contribue activement. Et je parlais justement de ce Français qui devait partir. Il est parti avec Blue Origin il y a quelques jours. Merci en tout cas infiniment à vous, Stéphane Castet, d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Je rappelle effectivement votre festival, le Toulouse Space Festival, qui a lieu aujourd'hui jusqu'au 26 mai, donc à Toulouse. Et puis évidemment, on invite toutes celles et ceux qui nous regardent et qui nous écoutent à embrasser ces carrières scientifiques, technologiques dans le métier de l'aéronautique et du spatial. Merci d'avoir été avec nous, Stéphane. Merci aussi à vous, Jeanne Dreyfus, d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis nous, comme tous les jours, même heure, même endroit, on se retrouve dès demain à 12h30 sur School TV. Bonne journée.